Maintenant, c'est l'invité explosif. Et Mathieu Alterman est notre invité explosif. Nous allons parler de Femme Fatale aux éditions Quai des Brunes. Voilà, qui joue le monde. Voilà. Si vous nous regardez en Facebook Live, n'hésitez pas à partager et à commenter. Magnifique livre, très bien illustré, très bien écrit, très belle photo, merveilleusement bien écrit, et un cadeau idéal pour la fête des mères qui approche. Et ben voilà. Mais avant, on va faire un petit vrai ou faux sur Mathieu. Je vous donne des vrais ou faux, à vous de me dire si c'est vrai, si c'est faux, et puis si c'est frais. Et si c'est frais. Et Mathieu nous confirmera ou pas. Vrai ou faux, Mathieu a un très bon niveau de foot et aurait pu devenir professionnel. Wow. Vrai. Vrai ouais, pourquoi pas. Moi oui, aussi vrai. j'ai envie de dire vrai. Alors Mathieu. Ah non mais je suis une catastrophe. Moi j'ai une faiblesse, c'est ça. Moi je vais vous raconter, j'étais dans un dîner une fois, il y a un mec qui est là, je lui demande ce qu'il fait dans la vie, il me dit qu'il joue au foot. Et je lui demande s'il joue au parc de Bagatelle le week-end, et on sort du dîner, ma femme me fait mais c'est du Gary. Et je dis mais du qui? Il me dit mais il est champion du monde, et en fait c'est devenu, il m'a beaucoup aimé parce que c'est la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui ne savait pas qui il était. Moi je pensais qu'il jouait au foot comme ça le week-end, et je connais rien, j'ai jamais vu un match de foot de ma vie. Je sais. En fait, j'ai été marqué quand j'étais petit. Je sais pas, j'avais 7 ans. J'ai vu France-Allemagne 82. Ça m'a traumatisé et ça m'a écuré, je crois, à vie du foot. J'ai jamais rien vu. Ça a traumatisé Patrick Braoudet aussi, toute je une pense. Génération, ouais. Moi aussi. Moi, tu parles à mon père de France-Allemagne 82. Il y reste. Hein. Là, il est en train de chialer. Attends, moi, mes grands-parents parlaient des Allemands à cause des nazis. Déjà, c'était horrible. Après, c'était le foot. Donc, le foot beaucoup. Et les nazis, c'était un truc, tu vois, horrible. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Battiston qui se fait casser la tête par le gardien allemand Schumacher. Et qui ne prend aucune sanction. Et aucune sanction, et Battiston a failli crever sur ce match. Et on en parle encore 35 ans plus tard. Parce que c'est une tragédie shakespearienne, hein, vraiment. Vrai ou faux, il a comme ami Michel Polnareff. Qu'est-ce que vous direz? Comme ami. D'accord. Comme friends. Faux. Faux pour... Moi je dirais vrai. Moi je dirais vrai aussi. Ah oui, on est très amis. Mais c'est un ami depuis l'enfance. On se connaît, c'est comme ça. Il me dit lui-même qu'il est mon oncle incarné en fait. c'est mon oncle d'Amérique. Très très ami, oui, vraiment. C'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent et qui est supérieurement intelligent. Et bon, c'est un génie. Donc c'est toujours agréable d'être ami avec des génies parce que c'est toujours imprévisible. Hein, et tu as travaillé avec lui parce que tu as travaillé 10 pas du tout. En maison de disques. Oui, j'ai travaillé 10 ans en maison de disques, mais on n'a jamais travaillé ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on est très amis d'ailleurs, parce que je crois que les gens qui travaillent avec lui deviennent fous au bout d'un moment. Et donc, non, on n'a pas du tout des relations professionnelles. Et c'est une vraie relation d'amitié. J'ai eu encore des nouvelles tout à l'heure, avec le décalage horaire, Palm Springs, tout ça, mais c'est la famille. L'été, on voit Palm Springs avec ma femme, on passait vraiment un très grand moment. C'est quelqu'un de très drôle et vraiment qui n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent, mais comme souvent les grandes stars en fait, hein, on est obligé de s'inventer un personnage et d'être. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore les gens qui enfilent des déguisements en fait. S'il veut venir dans l'émission, il peut. Avec plaisir. Après, il faut les assumer, quoi. Justement, comme tu as travaillé dans la musique, tu as un pronostic pour l'Eurovision, on en parlait tout à l'heure. C'est drôle parce que j'ai donné une interview sur l'Eurovision dans le dernier entrevue où je disais que l'intérêt musical, quelqu'un qui regardait l'émission pour la musique, soit il devait voir un otorino, soit un psychiatre en fait. Mais moi j'aime bien le choix cette année français parce que je trouve au moins il est un peu audacieux. Voilà. Mais j'en ai tellement rien à foutre. Tu penses que la France a des chances? Moi, non, parce qu'en fait, je vais avoir l'air con s'ils gagnent, mais en général, les pays de l'Est votent entre eux parce qu'eux, ils n'ont pas de marché local en musique. Le seul moyen de faire carrière dans la musique pour eux, c'est de gagner l'Eurovision. C'est-à-dire que le mec qui va gagner dans un pays là-bas va faire les tournées dans tous les pays autour. Donc, c'est super intéressant pour eux de voter pour... Il y a une vraie économie liée à l'Eurovision. Nous, il n'y a rien. Je pense qu'aujourd'hui, l'Eurovision, pour un Français, il faut qu'il se serve de ça, mais qu'il y ait autre chose. D'ailleurs, c'est le cas de Bilal, puisque Bilal est soutenu par Énergie. Il a un album, il est sur un truc avec TF1 derrière, en fait, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que l'Eurovision, ça passe sur le service public, mais il a TF1 derrière lui. Donc, c'est devenu une promo d'une carrière parallèle, tant mieux, quoi. C'est donc samedi 18 mai, l'Eurovision. Vrai ou faux, on peut le voir sur LCI parler de politique. Julien. Ouais, vrai. Gilles, Léa. Je sais pas, je doute, mais pourquoi pas, peut-être. Allez, je dirais faux, puisque tout le monde a dit vrai, je dis faux. Putain, ça fout les boules, c'est-à-dire que vous me regardez pas quand même. oui, je fais partie sur LCI de l'équipe de Roselyne Bachelot qui anime une émission qui s'appelle L'heure de Bachelot, et on traite des sujets politiques, économiques, d'actualité, très sérieux d'ailleurs. C'est assez drôle parce que je l'enregistre, c'est en direct de 9 à 10, et je pars 5 minutes après enregistrer une émission qui n'a rien à voir, moins que ce soit... c'est pas grave. Je vais spoiler. Alors...
Vrai ou faux, on peut le voir aussi sur C8, parler du cul de Kim Kardashian et du dernier album de Bruno Mars. Histoire de rester dans le fait que j'ai aucun point jusqu'à maintenant, je vais dire faux. Non, alors t'enchaînes les deux émissions. Oui, TPMP People, animé par Mathieu Delormeau tous les vendredis, qui est diffusé de 17h45 à 19h, et je l'enchaîne 10 minutes après l'enregistrement. Ouais. Et j'adore passer d'une ambiance très différente. Et alors, pour le coup, je dois dire que l'émission TPMP People, c'est la première fois de ma vie que j'ai une équipe aussi cool. Ça n'est jamais arrivé, et c'est ce que pensent tous les gens de la prod. On n'a jamais vu ça. On a une équipe, on s'adore, même si c'est pour parler de conneries de temps en temps, de trucs qui n'ont aucun intérêt, on s'entend super bien. J'ai jamais connu ça, moi. Nous non plus. De télé. C'est une entente parfaite. Tu te mouilles la nuque avant d'y aller un peu pour non, mais c'est pas la version animée par Hanouna, on doit se déguiser en chien, on fait des carottes. Non, là on est. Non, enfin, là, ça, on est normaux, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est très drôle. Et Mathieu Delormeau est un mec extrêmement drôle, même hors antenne. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il va avoir 20 vannes, les 20 vannes vont être super, quoi. Tu te dis putain. Comme ici. Il est très 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 drôle. Vrai ou faux, Mathieu adore la bouffe et sortira bientôt un livre sur la nourriture séfarade. Faux. Ouais, faux. Je dis faux juste pour le séfarade. Il y a du vrai et du faux parce que j'adore la bouffe séfarade. Voilà. Je suis obsédé par la pkeila et tous ces trucs-là. Et j'ai pas pensé à sortir un livre sur le sujet, mais peut-être l'idée. Mais on m'a interviewé pour des magazines culinaires sur ce truc-là, justement. On était croisés avec Dominique Farrugia et on parlait de chacun de nos adresses pour manger de la paella. Et j'adore. Et d'ailleurs, ça m'avait donné l'idée de... En fait, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Les Magnifiques. C'était la question d'après. Bon, vas-y. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Les Magnifiques, qui est passé sur Paris Première au mois de décembre, qui parle des 5 personnes séfarades qui ont inventé la pop culture pied noir dans les années 60. Donc Enrico Macias, Philippe Clair, Norbert Sada, Régis Tallard, Philippe Clair, et j'en oublie un. Et Régis Tallard, bon, je sais plus lequel j'oublie, c'est horrible, celui que j'ai pas cité. J'espère qu'il nous écoute pas. Et donc, parce que je croisais ces gens qui avaient fait beaucoup d'argent dans la musique, dans la production de films, et qui finalement se retrouvaient dans des restaurants à manger ce qu'ils mangeaient quand ils étaient enfants, ils étaient en Afrique du Nord, quoi, des complets poissons, des sandwichs au thon ou la paella. Et je me suis dit, ces types-là n'ont pas changé. Donc je vais faire un documentaire sur eux. Mais tu vois, tu pourrais même faire un livre maintenant de cuisine. On revient au truc avec ouais, pourquoi pas. Moi j'aime bien les gens qui se replongent dans la cuisine pour se rappeler d'où ils viennent. C'est un truc qui me touche. Je pense que c'est le plus intéressant de la cuisine, c'est ça. Et Les Magnifiques, il y a possibilité de le trouver en DVD ou encore non, mais bientôt. ou... Je sais pas s'il est encore en replay. En tout cas, il fait le tour des festivals. Il était à New York au mois de décembre. Non, après, je dis les conneries, pas en décembre. Il était à New York après, au mois de mars, je crois. Il va être à Jérusalem au mois de décembre, à Tel Aviv à foulée, sur la côte ouest aussi. Et on va effectivement refaire une projection à Paris et peut-être un DVD parce que ça a bien fonctionné. Ouais. Il repasse des fois sur Paris Première, des fois il rediffuse. Peut-être, dans la nuit. On ne sait jamais. C'est très compliqué, on ne sait jamais quand ça passe. Mais c'est bien, voyez-le, parce que Gilles peut témoigner que c'est très bien. C'est très très bien, je l'ai vu effectivement. Très très joli film, on apprend énormément de choses, même si on connaît bien cette culture, c'est un film très très riche. Et qui met bien en avant les 5 magnifiques, effectivement. C'est rare ces documentaires où les gens peuvent vraiment s'exprimer. Souvent, voilà, il y a plein d'intervenants, machin. Là, c'est vraiment eux qui parlent et c'est passionnant. Ils sont tous passionnants. C'est des gens qui, ils vont mourir dans les 10 ans, quoi. Ils sont âgés, donc fallait. Je comprenais pas. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi personne n'a jamais fait de documentaire sur eux ? C'est quand même. C'est pas normal. Il y en a un qui a quand même produit Sergio Leone, Audiard, Delon, un autre qui a produit My Way pour Le Monde, Sardou avec un label indépendant, Philippe Clair qui a fait plein de films, qui a lancé Massion. Enfin, c'était bizarre, quoi, que ces mecs n'aient rien. Ben voilà, maintenant c'est sur Péloche. C'est dans les festivals. Léa, sur les réseaux sociaux, on a des questions. Ah bah là, on a des auditeurs qui ont gravement envie d'une Kaela maintenant. Ils veulent savoir ce que c'est Non, ils ont l'air de savoir ce que c'est. Alors c'est quoi pour les déjà pour les Alors, je veux dire, ma plus grande fierté, c'est il y a 8-9 ans de ça, je donne une interview où je parle de la Pkeila et ça m'a permis de, quand on tapait sur Google Pkeila image, il y avait plein de photos de Pkeila, il y avait ma gueule au milieu. Alors c'est dommage que la personne a enlevé l'interview du truc, mais j'étais super fier, j'ai fait des captures d'écran que j'ai toujours, où il y avait ma tronche au milieu des trucs de Pkeila. La Pkeila, c'est de la viande de bœuf confit avec des épinards, des haricots blancs. Un peu beaucoup d'huile, mais bon. C'est ça. C'est tunisien même, parce que les Algériens ou les Marocains, on leur parle de Pkeila, ils disent pas de ça chez nous, juste pour laver les voitures. Mais non, alors que c'est formidable. En revanche, ça tâche et ça ne part jamais. Après, vous pouvez jamais rattraper une chemise. C'est impossible. Vous voilà prévenu.
Et ce lundi, tu es là pour nous parler de ton nouveau livre, Femme fatale, aux éditions Quai des Brunes. Alors, je vais te poser une question qu'on n'a jamais dû te poser depuis que tu fais la promo de ce livre. Qu'est-ce qu'une femme fatale? Non, la question la plus importante du livre, c'est que j'ai eu à peu près 350 filles qui m'ont dit est-ce que je suis dans ton livre? Ah. Et c'était la vanne. Ah, est-ce que je suis dans ton livre? J'ai dit t'es la 357e à me demander. Et non. Enfin, bon. Et dis-moi, Mathieu, est-ce que je suis dans ton livre? Et je crois d'ailleurs que tu m'as demandé ça la dernière fois qu'on s'est. Oui, c'est vrai. Et c'était toujours non. Hein. Non. Moi, je suis dans son prochain livre sur les Suicide Girls. Non, j'adorerais. Moi, je suis un fan des Suicide Girls en plus. Les femmes fatales, c'est des femmes, c'est des féministes pour moi, qui ont utilisé leur atout physique et leur personnalité pour un peu faire peur aux hommes, ou tout du moins leur faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire d'eux-mêmes. C'est pour ça, moi, j'ai voulu faire ce livre, parce qu'on disait toujours que les féministes devaient avoir du poil sous les bras, jamais porter de maquillage. Non, c'est pas vrai. Vous avez Ava Gardner, c'est une féministe dès les années 40. C'est très dur d'être une femme fatale. Marilyn Monroe n'est pas une femme fatale, sauf sur 2 films. C'est un sex symbole, c'est pas pareil. Mais une femme fatale, c'est une femme dangereuse qui va utiliser sa personnalité forte et ses failles pour faire avancer la société. Et donc, ça peut être des comédiennes, des chanteuses, des filles de la mythologie... Et j'ai voulu le faire. Moi, j'ai voulu le faire, vous savez pourquoi? C'est parce que ma grand-mère était une femme fatale. Elle est toujours vivante, elle a 96 ans. Et quand elle était jeune, c'était une bombe. Elle ressemblait à Ava Gardner. Et c'était ça. Elle était femme avant d'être mère, avant d'être grand-mère. C'était compliqué pour mon père, moins pour moi, parce que c'est ma grand-mère. Et c'était une femme hyper moderne. Mais hyper moderne, voilà. Et alors, est-ce qu'une femme fatale naît femme fatale ou elle devient femme fatale? Non, je pense qu'il faut quand même avoir un ADN qui prédispose à ça. Moi, je crois pas à la femme fatale qui se dit tiens, je vais être une femme fatale le mardi et puis jeudi la semaine prochaine. Je crois qu'on l'est tout le temps ou jamais, en fait. Et inversement, est-ce qu'une femme fatale peut perdre son titre et d'un coup de ne plus être une femme fatale? Non, c'est impossible ça. Parce que c'est impossible, même si on change, on l'est toujours. Quoique, il y a quand même pour moi. Si, non, il y a un exemple. La question est pas si. Il y a un contre-exemple. Les femmes fatales, c'était surtout aux États-Unis jusque dans les années 50. Et il y a une femme qui a révolutionné ça, qui a complètement changé la donne, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, quand elle arrive en France en 56 et qu'elle explose dans Radio Créer la femme, elle démode les femmes fatales américaine, parce qu'elle a un côté cul bien plus assumé, une vraie liberté incontrôlable, et donc les femmes fatales vont être en Europe, ça va donner la nouvelle vague, Gene Seberg dans les 400 coups, enfin des choses comme ça, et ça va revenir aux États-Unis avec Faye Dunaway vers 66-67. Mais aujourd'hui, Brigitte Bardot n'est plus du tout une femme fatale. Pour le coup, on a un exemple d'une femme, c'est une sorcière. Quoi. Elle est ni femme ni fatale, quoi. Ça sera le prochain livre, après la bouffe. Mais sinon, non, moi je pense que c'est à vie. Faye Dunaway est toujours une femme fatale aujourd'hui. C'est toujours la terreur des journalistes. Elle leur fait peur. Les gens doivent frapper à la porte avec un code secret quand ils vont l'interviewer. Ah ouais. C'est des gens. C'est une puissance. Moi, j'aime cette puissance. C'est pas du tout le côté sex symbole. La femme fatale, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle cache, c'est pas ce qu'elle montre. Ouais. Wow. C'est vrai. C'est beau. Et alors, la première femme fatale ayant existé, t'as une idée? C'est dans la mythologie, hein. C'est Aphrodite et des choses comme ça. Mais au cinéma, c'était une actrice du muet. Qui s'appelait Teda Bara. En fait, c'est évidemment un pseudonyme. Bara, c'est arabe. Teda, c'est l'anagramme de Death. Et c'est autant du elle se baladait avec un voile. On disait qu'elle buvait du sang, qu'elle venait d'une contrée, fille d'un prince arabe, alors qu'en fait, c'était une petite juive de Brooklyn qui s'appelait pas du tout comme ça. Et elle avait un contrat où il était stipulé qu'elle n'avait pas le droit de se marier, pas le droit d'apparaître sans un voile caché et pas le droit d'aller dans des bains turcs. C'était vraiment... Et c'était une méga star. Les stars du muet, on se rend pas compte, mais étaient des gens qui étaient des plus grandes stars encore que les gens du parlant, sauf que leurs films ont disparu, parce que 80% des films muets ont été brûlés. Et alors, comment tu as choisi ces femmes fatales pour ce livre? En fonction de leur métier, de leur vie? Ouais, moi je suis un geek, hein, donc je suis obsédé par les recherches, de toute façon. Ouais. Donc j'ai fait des chapitres, les premières, ensuite celles qui apparaissaient dans le film noir américain. Les méchantes, j'adore les méchantes. Moi par exemple, je prends toujours l'exemple de Blanche-Neige. Blanche-Neige, j'en ai rien à foutre parce qu'elle fait des tartes, elle passe le balai, donc ça m'excitait pas quand j'étais petit. Moi c'est la reine qui se maquille devant un miroir que j'adore, et je pense que c'est elle qui est intéressante, c'est pas Blanche-Neige. C'est la femme fatale victime, la reine. Parce que la reine est plus belle que Blanche-Neige, même si le miroir lui dit le contraire. Et est-ce que tu en as oublié dans ton livre? Oui, je me suis rendu compte que en plus, c'est assez frustrant. J'ai oublié une femme fatale française, j'ai oublié Stéphane Audran, qui est une comédienne que j'aimais beaucoup, qui a été une femme fatale dans les années Pompidou, et que j'aurais dû mettre. Je l'ai oublié. Il y aura un tome 2 peut-être. En tout cas, il va y avoir un documentaire qui va être adapté du livre, oui, pour OCS. On va aller avec 3 influenceuses, une en France, une à Rome, une à Los Angeles, sur les traces des lieux mythiques où il y avait les femmes fatales. Que ce soit des actrices ou des chanteuses, parce qu'il y a eu des chanteuses femmes fatales. Debbie Harry Blondie, c'est évidemment une femme fatale. Et PJ Harvey dans les années 90 aussi, Courtney Love aussi. Et puis... Et actuellement, qui est la femme fatale pour toi, là, dans le monde entier? Melania Trump.
Aujourd'hui, une femme fatale, non, mais elles sont moins mainstream. J'aimais beaucoup l'égérie de David Lynch. Laura Dern. Non, plus récente, Christina. Cordula. Non, je ne me rappelle plus de son nom, c'est affreux d'ailleurs. Je cherche ça dans le livre. Hein. Non, mais c'est difficile aujourd'hui. Les femmes fatales, si évidemment, il y avait Dita Ventis qui a essayé de relancer le truc, mais c'est tellement dur à porter. Ceci dit, il y a plus de femmes fatales aujourd'hui que dans les années 90, où là, il y a eu les années 90, en dehors de Monica Bellucci et de Sharon Stone, c'était le désert quand même. C'est revenu à partir des années 2000 parce que c'est lié à Internet. Avec Internet, on a pu se revendiquer de la culture qu'on voulait parce qu'il y avait tout. Oui, alors dans les années 90, c'était compliqué. Fallait aller pour rechercher, c'était plus dur. Et puis, moi, je me rappelle, je sais pas, en 95, j'avais 20 ans. Et quand je demandais à une copine de se looker comme Betty Page ou se mettre une combinaison vinyle, elle me disait, mais en gros, je m'habille comme une pute SM. Et je disais, ouais. Et on me traitait comme un fou. Et ça, c'est beaucoup plus facile après, avec les tribus. Je pense que toi, tu as été Suicide Girl d'ailleurs. C'est plus facile d'être Suicide Girl en 2005 qu'en 95. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et moi, j'adore justement aujourd'hui où tout le monde, quelles que soient ses envies, peut avoir le look qu'il veut, assumer. Je trouve ça génial. Eh ben, on n'en dira pas plus. Maintenant, il faut acheter le livre Femme Fatale. On le trouve partout, Amazon. Oui, Amazon, Fnac, les librairies. Il est même à la librairie du musée du Petit Palais, qui est un très beau musée. Il est exposé. Je suis très content et je suis très content des photos. C'est un beau livre à offrir. Alors, ça fait con de le montrer à la caméra comme ça, mais il y a vraiment. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin, j'ai interrogé des femmes fatales d'aujourd'hui. En France, qui exercent des métiers qui ne sont pas artistiques, sauf une photographe qui s'appelle Stéphanie Renoma, mais qui ont des personnages de femmes fatales au quotidien. Vous avez une restauratrice qui a un grand restaurant italien étoilé qui s'appelle Céline Maury, qui est une femme fatale. Vous avez ma couverture, Louise Ebel, elle s'appelle vraiment Ebel, E-B-E-L. Elle est très belle et elle est influenceuse et elle vit vraiment comme une femme fatale. Vous avez une modèle qui s'appelle Elsa, qui est modèle dominatrice, qui est une femme fatale et elles me répondent toutes pourquoi elles ont choisi de vivre de cette manière aujourd'hui, pourquoi elles s'épanouissent comme ça. Oui, donc c'est pas toujours des gens connus, des stars. Dans le quotidien, on en croise tous les jours. Femme fatale, vous savez, c'est comme quelqu'un qui va mettre un déguisement de Superman. Vous pouvez, sauf qu'il faut l'assumer tout le temps. Une femme fatale, elle a toujours le déguisement de femme fatale. Alors, je sais pas si on peut trouver des gens qui ont toujours le déguisement de Superman sur eux. Clark Kent. Oui, voilà, Clark Kent. Non, mais Clark Kent. Non, le déguisement, c'est pas Superman, c'est Clark Kent. C'est vrai. Oui. Pas bête. Il m'a mouché. Ah oui, bah là. Mathieu Alterman est avec nous jusqu'à 20h30. On le retrouve. Oui, pardon Léa. Non, rien, c'est bon. On le retrouve après Anne Joffo dans La tête des filles. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Mathieu, comme ton livre s'appelle Femme fatale, je vais te faire une interview fatale. Oui. Je te pose des questions, tu ne réfléchis pas, tu réponds très vite. Plutôt l'arme fatale ou alarme fatale? L'arme fatale. Plutôt Fatal Bazooka ou Fatal Picard? Ah non, Fatal Bazooka. J'ai bossé avec les Fatal Picard en maison de disque. Ils étaient Picard. plus cons que drôles. Ah d'accord, bon voilà. Plutôt le coup fatal ou l'instant fatal? L'instant fatal. Plutôt Yvan Fatal ou Jacques Fatali? Jacques Fatali, j'aime bien. Et enfin, plutôt Femme des années 80 ou Femme fatale? Non, Femme fatale. Évidemment, Femme fatale aux éditions Quai des Brunes de Mathieu Alterman. Il sera également en dédicace le 18 mai, on l'a dit, au Cultura Villejup. Et ensuite, ça sera... Et je suis également au Salon du Livre Montreuil, le même jour, mais pas la même heure. Voilà, donc allez voir. Et je suis sur LCI et C8. Sinon, voilà. Sur C8, 17h45, vendredi, dans TPMP People. Vous pouvez également le suivre sur Twitter. Tu me donnes beaucoup d'infos. Non, je vais jamais sur Twitter quasiment. Enfin, j'aime pas Twitter. J'ai vu retweeter des trucs. Oui, quelquefois, mais je suis surtout sur... Moi, j'aime bien Instagram. Surtout. Bon, bah voilà, allez le voir. J'ai 2 comptes Instagram. J'ai Mathieu Alterman, j'ai un compte de lifestyle qui est un peu rigolo, qui s'appelle Exigence Contemporaine, où je parle de bouffe, de cinéma, de culture, de tout ce que j'aime. C'est plutôt marrant. Bah pour l'instant, c'est Femme fatale, en tout cas, aux oui, éditions bah oui. Quai des Brunes.